Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle interview SEO. Aujourd'hui, j'accueille Elliot Bobier. Salut Elliot. Salut Thomas, salut tout le monde. Alors Elliot, tu es cofondateur d'une agence de communication, cofondateur également d'une plateforme de rédaction qui s'appelle contentrank.fr et tu es aussi un des organisateurs du SEO Summit auquel j'ai participé déjà plusieurs fois. On te connaît ces derniers temps aussi pour toutes tes vidéos, tous tes contenus que tu postes ici et là, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, TikTok, YouTube, etc. Euh, Où tu en es aujourd'hui? Comment ça va? Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi les nouvelles? Eh ben écoute, déjà, merci de me faire intervenir. Bonjour à tout le monde. Écoute, ça va très très bien. On est en plein mois de juillet. On est en train de bosser sur l'organisation du SEO Summit et sur les derniers préparatifs, sur la fin du programme, les sponsors. Voilà. Donc tout se déroule très très bien et justement c'est top de pouvoir parler content marketing parce que c'est un gros pilier de la stratégie dans le SEO, dans le SEO Summit, c'est pouvoir communiquer et faire parler quoi. Donc, euh, donc on est en plein dedans. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler content marketing. On est tous les deux à en faire. Alors moi, je forme plutôt les gens et toi, tu es plutôt à le former et exécuter. C'est vrai que tu exécutes plus que moi là-dessus, mais ça ne Mais saurait tarder pour moi aussi. Mais ce qui est drôle pour ceux qui ont oublié, hein, c'est que moi je me suis mis au content marketing aussi grâce à toi et Stéphane Brio et Laurent Borelli à l'époque du Blab, où en fait j'ai rien réinventé. Et ce que je fais aujourd'hui, que ce soit des podcasts, des choses comme ça, c'est ce que vous faisiez à l'époque, Ouais. 2015-2016, avec du Blab, du podcast, de l'interview, du contenu vidéo déjà à l'époque. Peut-être on a rajouté le format short qui est plus présent qu'il y a quelques années, mais on n'a pas changé et pas réinventé grand-chose, quoi. Oui, oui, totalement. Bah, c'est vrai que on était beaucoup plus présent avant. Il y avait moins de monde. On était les premiers à parler SEO, marketing sur YouTube, ouais, sur de la vidéo, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tous du matos, on n'avait pas tous une connexion fibre optique ou Mm. quoi, et aussi cette capacité à aller devant la caméra. Donc, c'est vrai que c'est un exercice, hein, mine de rien. Et ouais, ouais, bah c'est vrai que ça a bien évolué. Et maintenant, on passe un peu la main. Bon, en tout cas, aujourd'hui, content marketing. Je voulais commencer par un rappel du content marketing parce que tout le monde ne connaît pas cette discipline-là. Donc, je vais commencer avec ma définition, puis après, je te laisserai compléter si tu as autre chose à dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le content marketing, c'est une discipline du marketing, forcément, qui consiste à produire un maximum de contenu sous différents formats, sur différents canaux également, pour pouvoir voilà, toucher le maximum de monde avec tout un tas de campagnes, tout un tas d'objectifs, de budgets, de délais, et tout ça de la manière la plus organisée possible, parce que c'est vrai qu'on s'organise pas toujours très très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça? Non, t'as un peu tout dit, hein. C'est l'organisation et la structuration de tout type de contenu pour toucher sa cible partout où elle est, quoi. Et dans toutes les verticalités du tunnel, pour ceux qui connaissent ta marque ou pas, pour ceux qui connaissent le problème que tu résous ou pas, et pour aller s'adapter au type de contenu qu'il faut créer pour chaque canal, quoi. Chaque canal de com. C'est complètement ce que tu as dit. Hmm. Par rapport au SEO, toi, tu dirais que c'est quoi la différence entre le content marketing et le SEO? Pur, en tout cas. Le SEO Bah, conventionnel, de texte insipide parfois. ouais, c'est une des sections, si tu veux, du content marketing. Parce que si on prend content marketing, c'est-à-dire canal plus type de contenu, bah, sur le canal, on est typiquement sur du Google. Donc Hmm. voilà, parce qu'en plus, on dit beaucoup SEO depuis de nombreuses années, mais en réalité, c'est SEO pour Google. On a oublié le SEO pour Amazon, le SEO pour YouTube, le SEO pour ChatGPT, Claude et Perplexity maintenant. Mais tout ça, c'est du SEO. Et donc, dans cette partie, je crée du contenu pour Google sur le canal SEO et c'est du contenu de type HTML, quoi. C'est du contenu texte. C'est une section. Si on prend la verticalité canal plus type de contenu, on est en train de créer du contenu texte pour Google. Donc avec des objectifs qui sont plutôt de la sémantique, l'utilisation d'un corpus, une structuration précise avec des HN. Et si tu rédiges par exemple un post LinkedIn, t'es pas du tout sur les mêmes contraintes et les mêmes objectifs, quoi. Hmm. Et comment t'es arrivé, toi, à être
convaincu par le content marketing. Tu disais qu'on t'avait un peu inspiré avec Laurent, Stéphane, etc. Mais est-ce que tu as senti quand même au niveau de cette sphère du SEO qui produisait beaucoup de contenu textuel et quelques images qu'il fallait passer à autre chose? En fait, je l'ai vu sur les leads, en traquant les leads, donc le nombre de demandes entrantes, j'ai bien vu que sur 2018, peut-être pas 2018, mais à l'approche de 2020 et après Covid, il y avait une baisse énorme d'un truc qui tournait mécaniquement avant. C'est-à-dire que mécaniquement, tu avais des appels sur ta fiche Google My Business, notamment pour créer des sites web. Tu avais des appels pour développeurs, une agence de développement web, tu avais des appels, tu avais des demandes, tu recevais des formulaires de contact et tout. Et à un moment donné, c'est vrai que sur 2020-2021, tout ça, ça s'est un peu écroulé. On n'avait plus cette entrée en leads et aujourd'hui on l'a plus du tout. Par contre, j'ai vu qu'on me contactait sur des canaux comme LinkedIn. Comme je suis quand même un gros spammeur dans l'âme, j'ai quand même retourné assez Facebook, j'ai retourné pas mal Twitter, j'ai retourné pas mal de canaux de com. Donc quand je me suis intéressé à LinkedIn, j'ai vu que quand on était visible, on avait des rentrées. Sauf que j'ai pas que vendu du SEO sur les dernières années. On s'était mis au e-commerce, on avait développé une plateforme d'impression de textiles. Donc en fait, je vendais plus réellement du SEO. Donc je le faisais un petit peu en dilettante, j'ai vu ce qu'il y avait. Par contre, je trouve que j'ai quand même pris le virage de la vidéo et de la création de contenu beaucoup, beaucoup trop tard. Par contre, j'ai quand même pris en route et on voit aujourd'hui que sur certains marchés, notamment sur celui du leads SEO, de la prospection SEO, on nous contacte sur LinkedIn et en direct et on ne nous contacte plus sur des sites web ou par téléphone, quoi. Après, tu dis que tu as pris un peu de retard sur la vidéo. Il y a des gens qui se lancent aujourd'hui. Je pense que c'est même presque un conseil qu'on pourrait donner à des gens qui écouteraient cette vidéo, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Tant que vous vous lancez, que vous faites les choses, après, voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de complexité, un peu plus de monde, si vous êtes sur le mauvais timing. Mais voilà, vous pouvez tout à fait prendre une place au fur et à mesure du temps. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui et le deuxième meilleur moment, c'est demain, quoi. Donc, je veux dire, c'est comme dans une formation où si tu te dis je viens d'apprendre un nouveau tips, je le mets pas en place parce que les 38 ou 39 autres élèves qui sont là vont le mettre en place. En fait, tu sais par expérience qu'il y a qu'un ou 2% des gens qui passent à l'action. Et voilà, fais ton truc, t'occupe pas des autres. Et si on voit que la vidéo fonctionne, ce qui est le cas, écoute, il faut. Et en plus, tu parlais de technologie tout à l'heure. Moi, je vois des gens, notamment Arnaud ou QSEO, la Quentin sur TikTok. Eux, ils sont focus sur TikTok. Ils sont en train de retourner le canal. Ils ont mis beaucoup de temps, mais maintenant, ils montent une vidéo, je crois, en moins d'une demi-heure, il me disait. Avec son téléphone portable. Donc il n'y a pas d'histoire que c'est un logiciel complexe, de la technique complexe, c'est un téléphone et savoir l'utiliser, quoi. Oui, totalement. Même avec les outils qu'on a aujourd'hui, l'IA qui nous pond les scripts, etc. Et les smartphones qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus de qualité. Voilà, tu peux faire les choses dans ta poche, avec ta poche, quoi. Tu la sors, machin, c'est bon. C'est vrai que ça va hyper vite. Moi, le plus long aujourd'hui, c'est même pas en fait installer le matos ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment de trouver, par exemple, tu vois, aujourd'hui, peut-être les questions. Après, tu vois, faire la vidéo en tant que telle, bon, je me laisse porter par le truc, je vais te poser les questions. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au final, tout c'est un petit peu, je vais pas dire inversé non plus. Mais ça a évolué et il y a des choses qui nous prenaient beaucoup de temps qui ont complètement disparu pour certaines tâches. Et puis il y en a d'autres où on passe un peu plus de temps parce que maintenant on peut passer plus de temps finalement. On veut allouer plus de temps. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Et d'ailleurs c'était l'une de mes questions. L'IA, donc, comme on l'entend aujourd'hui, ChatGPT et puis JBD et puis tous les systèmes qui sortent, VO, etc. Toi aujourd'hui t'en es où entre l'IA, le content marketing, le SEO, qu'est-ce que tu as remplacé? Quelles sont les tâches que tu fais, où tu passes beaucoup de temps, où tu passes pas beaucoup de temps? Enfin, t'en es où? En fait, j'ai un peu remplacé chaque tâche par quasiment un freelance spécialisé avec, j'appellerai pas ça des agents IA parce que mon process n'est pas aussi évolué, mais c'est plutôt des tâches, chaque tâche égale un modèle de langue avec un type de prompt et un process.
Et pour rédiger des posts LinkedIn, c'est un process. Pour faire mes shorts vidéo, c'est un autre. Pour rédiger mes podcasts, les questions en amont, c'est un autre. Pour faire mes visuels, c'est un autre. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on est une petite équipe en fait en étant moi plus l'IA, quoi. Ou moi, 2 personnes plus de l'IA. Et en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais mine de rien, tu vois, je te prends un exemple tout bête, mais miniature YouTube. Et on peut encore améliorer la chose. Mais miniature YouTube, c'était entre 10 et 50 dollars selon le freelance par qui je passais. Et de toute façon, j'avais un minimum de temps à y passer qui était 15 minutes, le temps de faire mon brief. Ouais. Bah, aujourd'hui, je fais le même brief, mais je le donne à ChatGPT. Tu vois ? D'accord. Et je génère ma miniature. Plus ou moins finie, avec plus ou moins de retouches, plus ou moins d'idées. Je suis limité par ma compétence, on va dire, graphique et ma capacité à trouver des idées, à être créatif et tout. Mais de toute façon, quand tu payes 50 € quelqu'un pour faire ta vignette, il va pas non plus faire une recherche de tendance hyper complexe. Il trouve une idée ou deux et il la met en œuvre. Donc en réalité, j'ai quand même, si tu veux, un peu le même niveau de qualité qu'un freelance jusqu'à moins d'une centaine de dollars, ce qui correspond à peu près à l'heure d'une personne, si tu veux, à 1 heure de boulot. Sauf que je l'ai à n'importe quelle heure de la nuit. Tu vois, il y a tous ces avantages-là aussi. Je veux bosser un soir à 21 h sur mes vignettes ou sur mes trucs comme ça. ChatGPT, il répond. Claude, il répond. Alors que mon freelance, je vais faire la demande, je vais payer, je vais attendre. Peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. Peut-être que c'est le week-end, il bosse pas. Et ainsi de suite, tu vois. Donc il y a ça quand même, un peu, tu sais, comme le mode conversationnel, où si tu veux à 6 h du matin faire un peu un échange ping-pong avec un coach, en fait, si tu as bien géré ton GPT ou ton projet Claude, tu as ton coach en face de toi, quoi. Donc moi, j'ai vraiment fait ça, mais c'est encore très large, c'est-à-dire ChatGPT est bon pour plein de choses, il n'est pas bon pour d'autres. Claude ne fait pas d'image, par exemple. Flux ou les autres, tu ne peux pas leur donner de l'input en termes d'image, alors que ChatGPT, tu peux lui donner de l'input du moment que tu nommes bien et que c'est bien repris dans tes prompts. Voici ma tête, ça c'est une photo de moi, ça c'est une photo de l'arrière-plan, ça c'est une photo de ceci, voici le dessin de ce que je voudrais. Tu lui donnes tout ça bien nommé dans une bonne formulation, hein. Il est capable de te le faire. Donc en fait, je pense que l'astuce, elle est plutôt là, c'est bien comprendre à quoi sert chaque modèle, dans le cadre de tout ce que je dois faire, de découper en petites tâches et de dire, ok, pour chacune des tâches, j'ai mon modèle, quoi. Ok. Et t'as l'impression que ça t'a fait gagner du temps, ça c'est sûr, mais est-ce que t'as l'impression de travailler de la même manière avec tes freelance? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu vas passer beaucoup de temps avec eux, le même temps qu'avant, qui est l'IA, et tu fais peut-être plus de miniatures, plus de vidéos, plus de contenu, etc. Ou tu as l'impression que tu as diminué finalement la part de travail et pour rester sur la même sortie, tu vois, le même nombre de choses que tu sors. Je trouve que je fais plus de travail, je bosse plus, mais je produis beaucoup plus et je suis beaucoup plus présent. Je vais te prendre un exemple concret. Là, j'ai bossé sur la page de vente de la formation qui est le jour d'avant du SEO Summit, qui s'appelle les Masterclass SEO. Avant, j'aurais répondu à des questions, j'aurais donné ça à un freelance qui m'aurait rédigé la page de vente. Ou j'aurais fait un truc, moi, en y passant quand même du temps, mais j'aurais fait quelque chose d'assez moyen moins, tu vois. Là, aujourd'hui, ma vision, c'est que j'ai pris un accompagnement, une formation pour vraiment comprendre ce qu'était le copywriting et la vente. J'ai reclassifié tout ça dans des process, une organisation dans un projet Claude, avec de l'input et tout un tas de process. Et j'ai passé une journée, voire une journée et demie à créer ma page de vente, moi. Par contre, ce que j'ai dans les mains, je l'aurais payé très très cher si j'avais dû payer un freelance. Tu vois ? Ok, je vois. Et, par contre, j'ai mieux compris, je maîtrise mieux, je sais ce qu'on fait, je sais de quoi on parle et c'est reproductible. Mais avant, ça veut dire que j'aurais peut-être passé une semaine à la rédiger complètement. Pas à plein temps, mais le temps de réfléchir, d'avoir l'idée, de trouver les points, de me débloquer et tout, j'aurais peut-être étalé ça sur une semaine. Là, j'y ai passé peut-être 8 heures plus 3 ou 4 heures, allez, une grosse dizaine d'heures, quoi. Oui, donc finalement, c'est surtout une histoire de raccourci. Et après, c'est à toi de doser le niveau de qualité que tu souhaites avoir, le temps que tu veux passer, la quantité de choses que tu veux sortir, etc., quoi. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des tâches que moi je ne voulais plus faire ou pas faire pour X ou Y raison. Et du fait que l'IA finalement permette de le faire plus rapidement ou d'avoir
tout de suite quelque chose de valable, parce que ça arrive souvent, mine de rien. C'est vrai que moi, ça m'a débloqué. Le développement, par exemple, c'est quelque chose que j'avais vraiment quand même assez arrêté. Des fois, je bidouillais, mais je créais pas. Mais j'ai la logique de développement, parce que c'est ma formation de base, et puis bah, au fil du temps, voilà, j'ai quand même acquis de l'expérience. Et aujourd'hui, avec l'IA, bah, j'arrive à construire des petits programmes, des trucs pour des sites WordPress, ou même des trucs sur mon ordinateur, alors que voilà, ça m'aurait pris peut-être 2 semaines, 3 semaines de me remettre dans le code, de me redérouiller, de retrouver Tu, comment c'est fait aujourd'hui. tu Super vois, chiant, quoi. c'est intéressant ça sur 2 points. Le premier, c'est qu'il y a des choses, mine de rien, ça coûte 300-400 € chez un freelance, et c'est normal, parce que Mm. tu fais travailler quelqu'un, mais du coup, tu vas peut-être pas prendre le risque de l'essayer si ça te prend 400 €. Par Oui. contre, si ça te prend 1 ou 2 heures, qui est peut-être une soirée devant la télé ou en faisant même ou du temps de sommeil en moins ou des trucs comme ça, on est entrepreneur, c'est ce qu'on fait de toute façon. Quand on veut tester quelque chose, on le fait sur un temps où on prend ce temps à autre chose, à ailleurs. euh, Bah, tu vas le tester. Et là, après, tu te dis, OK, si ça déroule, je vais le donner à quelqu'un qui va me l'industrialiser. Mais typiquement, un plugin WordPress pour essayer d'augmenter l'engagement sur une page ou les bonnes métriques sur une page ou faire interagir l'internaute avec, tu vas l'essayer avec du chat GPT. Et la deuxième truc qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est de dire, tu as un profil de dev, donc tu pourras aller jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, si tu sais pas quoi demander à l'IA, comme un manager, si tu sais pas comment cadrer et quoi demander, tu auras des choses médiocres. Moi, ça marche pour ma page de vente parce que j'ai compris les mécanismes, j'ai été formé, j'ai suivi, j'ai passé du temps en formation, je sais comment je dois lui demander et évaluer si c'est bien ou pas. Tu Oui. vois? Et c'est ça qui m'a fait rebondir sur ce que tu disais, c'est que je pense que si tu as une bonne formation, si tu t'intéresses aux choses, à comment elles fonctionnent, et vraiment qu'est-ce que devrait être le résultat dans une bonne moyenne, on va dire au moins, bah, je pense que tu peux mieux guider l'IA. Tu vois, entre dire pour moi une application pour, je sais pas moi, un sondage sur un site, je suis sur WordPress, et puis derrière, ah bah utilise telle librairie, et ensuite tu vas faire tel ou tel truc, etc. L'IA va aller vers quelque chose qui te ressemble plus, et je trouve que même sur la maintenabilité en fait du code, de pouvoir éventuellement après repasser dessus pour le vérifier, voir qu'il n'y a pas de faille, voir que l'IA c'est bien démerdé, bah, je trouve que c'est mieux, voilà, d'avoir quand même une bonne base de connaissances, de compétences, d'expérience pour pouvoir développer Mm. correctement les choses. Mais si tu connais rien, tu peux aussi produire des petites choses pour tester assez Tout à fait. rapidement et peut-être que ça sera pas scalable jusqu'au bout, tu pourras pas emmener le projet jusqu'au bout. Mais maintenant, là, on parlait des logiciels de no-dev et tout, ou générés par l'IA. Bah, c'est vrai que ça te permet quand même de faire un MVP à montrer à ton dev ou montrer à ton agence de dev pour montrer ce que tu veux avec un truc qui fonctionne et tu peux le faire tester à des gens. Ça, c'est extraordinaire pour ça. Et là, t'as pas vraiment besoin d'être dev ou de pousser ou de tout comprendre, quoi. Tout à fait. Et puis l'IA peut t'aider aussi à te former, mine de rien, au fur et à mesure des petits MVP que tu fais, parce que tu peux lui dire à quoi ça sert ce truc-là, tu peux la confronter. Et c'est vrai que quand tu es, je sais pas moi, avec un livre, ah tiens, on va construire une petite application ensemble avec le livre, bon bah des fois c'est expliqué, mais des fois il y a tellement de choses à raconter que tu te perds complètement, quoi. Ouais, et Et puis c'est là où l'IA est extraordinaire, c'est que tu peux lui demander un peu en temps réel les choses, sans latence plus que ça, et même si parfois elle se foire, bon bah au global, tu vois à peu près comment ça fonctionne. complètement. Euh, Allons un peu plus dans ton organisation. Tu as forcément, un peu comme tout le monde, une activité qui va te rémunérer. On a parlé de contentrank.fr pour la plateforme de rédaction. On a parlé de l'agence de communication avec sans doute des clients, etc. derrière à gérer. On a aussi forcément le SEO Summit que tu bosses à fond, je sais, en ce moment, qui arrive, c'est au mois d'octobre, c'est ça? Le 14 octobre, ouais, tout à fait, Voilà, au c'est Parc ça. des Princes, qui est en plus un lieu vraiment magnifique et emblématique. De plus en plus, on se demande c'est quoi le truc d'après, hein, quand même. C'était le Grand Le Rex en Grand décembre, Rex, là et c'est le puis là, Parc le des Parc des Princes. Princes. Après, c'est le Stade de France. Ou le Palais de l'Élysée, peut-être, je ne sais pas. On verra. Bon, en tout cas, comment tu t'organises avec tout ça? Parce que tu as besoin de gérer quand même ton chiffre d'affaires qui rentre. Et derrière,
Il y a tout ce temps que tu passes avec toute ton équipe sur les organisations, sur peut-être avancer au niveau de l'IA, produire du contenu, faire ce boulot de content marketer. Et puis aujourd'hui, en plus, tu es quelqu'un d'influent. Je veux dire, on te voit partout. Même dans les classements, etc. Il y a des classements qui sont faits parfois sur LinkedIn. T'as beaucoup, beaucoup plus d'abonnés qu'avant. T'as vraiment grimpé de folie, quoi. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? Tu t'es focus à 100%, à 80%, à 50%? Alors, en fait, il y a deux choses sur lesquelles il ne faut pas confondre, c'est le côté influenceur ou entrepreneur. L'influenceur se fait rémunérer par des marques pour proposer à sa communauté des bons plans ou des choses intéressantes. Moi, je me vois vraiment comme un entrepreneur où si je veux pousser mes produits, si je veux pousser mon offre et faire venir des gens typiquement au SEO Summit, il faut que je sois connu et qu'on sache de quoi je parle, que je donne de la valeur et ainsi de suite. Donc, tu vois, je me vois vraiment comme un peu l'enseigne du SEO Summit, quoi. Tu sais, le kebab, il est en plein milieu d'une rue passante avec une belle enseigne et tout. Tu as envie de t'arrêter quand tu passes devant, je me considère un peu comme le même truc. Et un point intéressant, c'est que souvent on regarde un peu les influenceurs ou les entrepreneurs LinkedIn ou ailleurs. Et là, je vais pas dire avec qui, mais on est en train de discuter avec une influenceuse pour avoir notre keynote du SEO Summit, la première conférence un peu inspirante. Voilà, c'est plusieurs millions d'abonnés, on verra si ça va au bout ou pas, mais c'est une équipe. C'est-à-dire que tu ne parles pas à l'influenceuse directe, tu parles à son commercial, tu parles à son chef de projet, à son manager, à du monde. Donc en fait, en réalité, moi, je me vois vraiment comme une entreprise et pas comme une personne seule. Donc ça n'a pas de sens en réalité de dire je dois produire et je dois faire ça. Moi, j'ai un job. Dans les tâches sur lesquelles on s'est donné, Alex, il est plutôt sur la partie technique, les automatisations, les mises en place des process, et ainsi de suite. Et moi, j'ai une autre mission, c'est de vendre. Donc, j'ai soit le choix de dire je me mets au phoning avec les filles, je monte une équipe de phoning et je suis toute la journée le manager phoning, par exemple. J'ai aussi un choix de me dire je me mets à l'emailing et c'est moi qui rédige les mails, ce qu'on fait aussi. J'ai aussi le choix de me dire moi j'estime qu'un post LinkedIn ou qu'une vidéo YouTube a autant de points qu'un commercial qui t'appelle au téléphone. C'est mon point. Donc en réalité, quand je fais ça, je suis pas en train de dire et c'était ça mon problème de départ, et notamment au niveau d'associés, on n'était pas tous d'accord sur le sujet, c'était de dire, moi quand je tourne une vidéo YouTube ou un podcast, c'est pas du temps perdu, c'est pas un truc que je dois faire en plus de tout pour m'amuser. Non, c'est un contenu un multimédia interactif qui va m'apporter des leads en fait. Tu vois. Et s'il n'apporte pas des leads, parce qu'il y a aussi un autre sujet, c'est comment je maximise les leads sur ce genre de contenu. Parce que si tu bosses pas tes CTA, que tu bosses pas ton offre, que ton offre est éclatée, que tout ça. En fait, pour faire ce genre de choses en content marketing, il faut quand même la base. La base, c'est quoi? Savoir une offre et c'est résoudre des problèmes. Si tu résous pas des problèmes, tu sers pas à grand chose, tu vois. Si ton offre, les gens ont pas envie de l'acheter, qu'ils ont pas confiance, que t'inspires pas la confiance, qu'ils ont, tu vois, tous les trucs d'une offre un peu irrésistible, sans rentrer dans les clichés, c'est compliqué aussi. Par contre, à partir du moment où tu résous un vrai problème, tu as ta place sur le marché et tu as cette offre, en fait, c'est que le véhicule pour promouvoir ton offre et en faire parler, c'est de la vidéo. Tu vois, et donc du CTA, de la manière d'amener, parce qu'il y a une manière d'amener les CTA. Donc moi, dans mon orga, c'est 80% sur comment je peux créer du contenu, et à côté sur ce que je dois faire aussi, parce qu'évidemment, c'est encadrer les équipes, gérer, intervenir sur les projets, et ainsi de suite, quoi. Et mes journées, c'est pour ça, mes journées font pas 3 heures, elles font pas 5 heures, elles font pas 8 heures. Là, tu vois, hier, on était 14 juillet. J'ai bossé le 14 juillet, j'ai bossé samedi et dimanche matin. Donc en réalité, le week-end, c'est quasiment 2 jours de boulot pour ce week-end de 3 jours, quoi. Après, c'est un choix. Je dis pas qu'il faut absolument le faire. Ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, évidemment que ma somme de travail étant beaucoup plus élevée, même si j'y passe 80%, en réalité, j'ai peut-être 2 jobs, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tes campagnes, je sais pas si t'es plutôt la team... je fais une seule campagne continuelle et je publie au maximum en tout venant, ou si tu fais des campagnes séparées avec des objectifs à chaque fois différents, des leviers différents, des formats différents. Mais au global, on va dire, tes campagnes actuellement, elles ont quel objectif et quels sont tes formats préférés? Ceux où tu vois que ça répond à tes objectifs et que tu investis, on va dire, un temps raisonnable. En fait, pour moi, une campagne, c'est une campagne et gagne des canaux. Donc, j'ai ma campagne, par exemple, ma campagne SEO Summit, c'est l'événement. Il faut que je le fasse, il faut que j'en fasse la promotion, il faut que je le fasse connaître, il faut que les gens achètent des billets et viennent.
Et ben, tout simplement, j'ai ma campagne et dans sa campagne, j'ai des canaux, j'ai du phoning, j'ai de l'emailing, j'ai des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, j'en ai certains, donc je les dissocie bien, ainsi de suite. Et il y a plusieurs objectifs. C'est-à-dire qu'en plus de ce type de campagne qui est plutôt de la campagne promotionnelle, tu as aussi des campagnes, si tu veux, en amont qui étaient, par exemple, d'inscrire les gens à ma newsletter. Donc Plus là, fédératrice, du coup. ouais, exactement. Donc là, c'était plutôt fédérer une communauté autour de moi, donner énormément de valeur, démontrer mon expertise, donner, pour que les gens se disent, ça vaut le coup de m'abonner à sa newsletter. Et dans ma newsletter, il y aura des CTA vers le SEO Summit. Mais c'est la suite logique des gens qui me suivent. S'ils ont envie de rencontrer les formateurs, les experts comme toi, les intervenants, les conférenciers, c'est logique de venir au SEO Summit. Tu vois, c'est la suite un petit peu de la sphère un peu d'influence ou quand tu suis la personne. Et donc, dans ces campagnes, je vais avoir plusieurs objectifs, si tu veux, où j'ai des posts ou des actions qui sont là pour vendre, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il faut être là vraiment pour vendre. J'ai plutôt du haut de tunnel qui est plutôt de la notoriété et j'ai un peu du post habituel qui est je donne de la valeur, quoi. J'explique ce qu'il faut faire, je trouve des problèmes, je donne des solutions, je présente des outils, et ainsi de suite. Et tu vois, ça tombe bien parce qu'hier 14 juillet, j'ai testé un post sur le télétravail. À partir de 8 à 9 000 impressions, je suis passé dans mon deuxième cercle. Donc des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc je suis tombé dans la communauté des développeurs barbus open source et des rédacteurs SEO. Tu vois, ou des rédacteurs copywriting. Et en fait, tu vois que les commentaires, l'agressivité, la manière d'amener le commentaire n'est pas du tout les mêmes que les gens qui te connaissent. Parce que, typiquement, là je donne des chiffres, personne n'est venu me demander les chiffres, alors que dès qu'on passe dans ce deuxième cercle, les gens te demandent tout de suite les chiffres d'où ils sortent, parce qu'ils ne te connaissent pas et ils ne te font pas confiance. Donc c'est un super exemple de poste où tout le monde parle de poste, faire 100 000 impressions, 200 000 impressions, blablabla. Moi, ce que je vois, c'est que ces postes-là, ils ne m'apportent pas de clients. C'est des gens qui ne sont pas dans mon secteur d'activité. C'est des gens qui m'amènent plus une charge mentale à gérer qu'autre chose. Je vois pas trop l'intérêt en réalité, tu vois. Donc là, tu as l'impression que c'est un peu comme le principe, un peu la longue traîne, où aller sur quelque chose de plus niché, de plus spécialiste, va te rapporter plus de clients. Complètement, et c'est des gens qui me connaissent, qui ont une interaction, qui ont déjà des échanges. Et en réalité, si tu mets 8000 personnes, tu vois, là je suis à 15 000 impressions sur le post peut-être, si je mets ces 15 000 personnes, c'est énorme en volume, tu vois ce que je veux dire? Alors ces 15 000 impressions, peut-être que 12 ou 13 000 personnes touchées, mais quand même 13 000 comptes touchés, c'est quand même beaucoup. Tu vois, il faut se rendre compte de ça. Même quand on se plaint et qu'on dit ouais, mon post LinkedIn, il a touché que 2000 personnes, t'imagines 2000 personnes touchées chaque jour parce que tu dis? Oui, c'est clair que c'est énorme. Et voilà, faut arrêter un peu avec les chiffres. Donc, moi, je suis vraiment dans cette logique de dire, et c'est un peu la logique de Ruben, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, Ruben Tayeb, qui est plutôt de dire, arrêtons avec des posts de haut de tunnel qui sont sur des contenus un peu mainstream. Resserrez-vous sur les problèmes, les envies et les attentes de votre persona. J'en reviens à mon discours du début de dire faut bien connaître son offre et son persona pour montrer que tu es la bonne personne, que toi tu es arrivé peut-être à la destination B et tu vas accompagner des personnes qui sont à A et qui cherchent à aller à B. Et avec toi, ils suivent la bonne personne qui connaît déjà le chemin et qui va leur montrer toutes les erreurs, les embûches et les problèmes que tu pourrais avoir, tu vois. Non, mais j'ai le même retour. Alors, ça dépend des marques aussi. Je trouve qu'il y a des marques où il faut malheureusement faire énormément de volume, faut taper la masse, quoi, parce que c'est ce qui fonctionne. Mais de manière générale, je trouve que quand même, la majorité, c'est montrer que tu es spécialiste, que tu es niché, que tu maîtrises ce truc-là. Et les gens vont voir que ça respire presque une certaine passion, ton expertise, et qu'on peut te faire confiance. Et limite, tu vas sourcer l'outil qui va être incroyable, le truc que personne ne connaissait. Ah, c'est fou ce machin-là, quoi. Et j'ai eu le même truc avec un tweet là récemment. Je sais pas si tu l'as vu passer, ce tweet sur le TTFB, où on était sur un site qui avait, je crois, 2000 de TTFB. Donc c'est un temps de réponse, hein, globalement. Il était à 2000, on a chuté à 300, 400, et ça fait exploser l'exploration Google. Et j'ai réussi à répéter sur pas mal de sites différents, avec quelques techniques de base pourtant qui devraient être connues par la majorité. Et finalement, tu vois, ça m'a contacté en MP, ça a partagé, ça a liké. C'est pas un énorme post, mais sachant que je suis quand même beaucoup moins actif
ces derniers mois, ces dernières années, ouais, c'était quand même étonnant de te dire, tu prends une capture d'écran, tu mets un petit tweet à la con avec ce que tu penses et puis ça sort, quoi. Ah, mais Parce que c'est spécialiste, ça sort, quoi. tu résous un problème du moment qui est de dire je comprends pas trop pourquoi j'ai des problèmes d'indexation et ainsi de Tout à suite. Et fait. tu montres par A plus B, on dit souvent la preuve est à l'écran. Et c'est un truc qu'on voit, tu vois, moi je suis pas mal les influenceurs américains pour voir quand est-ce qu'ils switchent, si tu veux, plutôt de méta ou qui switchent de manière de faire. Et là, beaucoup maintenant, c'est des screens de résultats de tes clients ou de citations et de mentions de tes clients. Toi, qui te disent Ouais. ouais, c'était vraiment extraordinaire, merci. Et en réalité, tu vois, on sort au mois de juin de 2 jours de séminaire SEO. C'est une formation avancée et intensive sur 2 jours. Il y avait Sylvain Perronnet, il y avait Camille Dufossé, Mickaël Priol, entre autres, moi et Alex comme formateurs. Et les gens, le message de gens qui te disent ouais, c'était extraordinaire, vous pouvez pas imaginer ce que c'est de manger à côté de Sylvain Perronnet et discuter avec lui pendant 1 heure et de l'entendre une après-midi sur des concepts. Et te dit ouais, ça change votre manière de vendre du SEO. Bah, un commentaire comme ça, mais ça vaut ça vaut des dizaines de lignes de blabla de pages de vente ou de blabla de posts. Tu vois, tu mettrais juste ça en disant bah voilà, Priscilla, telle personne de tel endroit, sourcée comme ça, vous dit que bah, vous êtes comme Priscilla et vous voulez aller de A à B, bah vous savez où venir, quoi. Mais c'est aussi pour ça que les masterclass des Perronnets ont cartonné pendant des années et qui continuent encore aujourd'hui. Donc c'est clair, au début, je pense que comme pour tout le monde, hein, ça doit être un petit peu compliqué. Les gens, ils te testent un peu, on sait pas trop si on peut te faire confiance. Et puis, au bout d'un moment, on dit que t'es pas trop mauvais. Et puis après, on dit que t'es bon. Et puis après, on te dit, ah, c'est Mais extraordinaire. Te mange à côté de Sylvain Perronnet. mais oui, mais c'est normal, je veux dire, faut pas espérer arriver là et en 2 minutes être reconnu comme le pape, le leader, alors que tout prend du temps. Moins avec l'IA, d'accord, mais le cerveau humain de sa construction, de son fonctionnement, a quand même besoin d'un petit peu de temps avant de faire confiance à quelqu'un. Et heureusement que tu te maries pas avec la première nana rencontrée dans la rue, tu vois. Hmm, tout à fait. Ouais. Et dans une démarche SEO, du coup, toi, sur le content marketing, c'est quoi qui t'a le plus convaincu? Puisque bon, tu as sans doute eu des expériences, des Mm. formations, tu as vu des choses, etc. Mais on parlait de format avant, là tu me parles aussi de ce qui peut switcher un peu dans ta tête. C'est quoi qui t'a convaincu vraiment de passer à ça? Moi, le vrai truc, c'était la rédaction de contenu, évidemment. Ouais. Parce que moi j'étais rédacteur hein, avant 2015, mais j'ai rédigé beaucoup de pages et quand je vois le temps que je passais, et j'étais assez rapide à la rédaction par rapport au temps qu'on a là et à la qualité de ce que ça sort, euh, bah, c'est phénoménal. Et encore une fois, c'est pas 3 lignes à ChatGPT. Hein. C'est Hmm. pas fais-moi un contenu bien sur comment planter des tomates et fais en sorte que ça rank sur Google. Donc ça se positionne bien dans le premier résultat. Évidemment que tu n'auras rien avec ça. Mais sur des process assez longs, et c'est ce que Alex montrait justement dans nos masterclass, Sylvain il donnait des tips aussi là-dessus. C'est tout un process. Il faut bah, lui donner le corpus, lui expliquer comment Google fonctionne, dire exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on attend, et être tout en capacité de savoir ce qu'est un contenu de qualité aux yeux de Google ou pas. Tu vois, Hmm. il y avait ce premier point là qui est vraiment extraordinaire parce qu'en plus on lui met du média, on peut lui mettre du média quiz, du média vidéo, du média photo, plein de choses, tu vois. Donc on a un contenu sur lequel on aurait pu y passer plusieurs jours qui peut sortir en quelques minutes. Et évidemment, comme on n'est pas des gros feignants jusqu'au bout, on le relit, on complète et on vérifie les informations. Et du coup, tu vois, on est passé d'un stade où c'était compliqué à écrire, maintenant c'est compliqué de contrôler, où le temps doit être investi dans le contrôle. Voilà. Oui, moi je trouve que les deux postes où c'est le plus compliqué actuellement, c'est l'intégration, qui est pas toujours simple en fonction du site que tu as. Je parle vraiment de tout client confondu. Il y a des gens, c'est pas du WordPress ou des trucs comme ça. Ouais. Donc l'intégration, ouais, c'est vrai que les blogs sont pas toujours prêts, le design, la graphie, tout ça, enfin, tout n'est pas forcément en phase. Et la relecture, c'est bizarre parce que tu vois, déjà avant, quand c'était écrit à la main, il y avait beaucoup de gens qui ne relisaient pas le contenu écrit à la main par des rédacteurs. Et aujourd'hui, avec l'IA, on en relit encore moins du fait du nombre de contenus qu'on produit, Ouais. parce que c'est une tâche qui est monumentale, tellement il y en a. Bah ouais, mais si on parle que
le comportement de l'internaute sur la page a beaucoup d'importance. Bah, quand un internaute il voit des fake news, ça a aussi beaucoup d'importance. Et là, on le voit sur un site qu'on citera pas, qui est dans Discover. Qu'on citera pas, ouais. Une personne qu'on ne citera pas non plus, qui a compris comment percer les cohortes de Discover parce qu'il fait de la fake news. Donc, on invente des choses qui sont simplement justifier les complots des gens. Et quand la personne lit le titre, il se dit ah, je le savais, EDF me survend mon électricité. Tu vois, donc tu as envie de lire, en fait, tu as envie de confirmer ce biais, tu as envie de confirmer ce complot. Quand tu as compris comment ça fonctionne, évidemment que c'est plus simple si tu racontes des fausses choses que si tu dis des vrais points. Donc, oui. donc en fait, il y a tout à fait ça, il y a ce côté, où il faut relire, il faut contrôler, il faut faire attention. Et si une fois qu'un site est un peu fake news, il y en a tellement, je pense que Google il pardonnera pas des fake news sur des petits sites qui sont pas d'autorité. Attention, Le Monde, Le Figaro, Ouest France & Co peuvent à peu près faire les erreurs qu'ils veulent. D'ailleurs, BFM TV utilise de l'IA pour rédiger des articles, ou les journalistes l'utilisent sans le dire au rédac chef. Mais il y a des erreurs. En fait, c'est des erreurs type IA, c'est-à-dire que des noms sont inversés ou des chiffres sont inversés. C'est pas Poutine qui a dit que, c'était Trump qui avait dit que. Mais du coup, le propos de Trump est donné à Poutine. Et c'est typiquement des erreurs d'IA, ça, en fait. C'est quand tu lui donnes plein de chiffres et que tu lui poses des questions, il va confondre et se tromper parce que c'est de la statistique. Et donc si tu veux, en SEO, c'était vraiment ça, moi, qui m'a fait switcher, c'était vraiment la qualité du contenu. Et la deuxième chose, c'était quand même aussi, quand je vois le trafic externe, l'impact que ça peut avoir sur des pages et sur de l'indexation. Et sur la bonification d'un site, c'était de dire ouais, ok, il faut produire sur Instagram, mais c'est des images, c'est con, j'en ai pas. Ok, comment est-ce que je produis des belles images avec l'IA pour essayer d'aller amener, tu vois, c'est tout bête. J'ai un fond, j'ai un format spécifique, je mets la tête du mec et j'écris un titre dessus. Quand t'es pas artiste dans l'âme, des fois, même avec des canvas, ça peut aider. Mais t'en as quand même vite fait pour 5 minutes. Là, tu lui demandes à l'IA de t'en générer une, et puis si c'est ok, elle te fait la déclinaison sur les deux. Moi, mon comportement correspond plus à demander à ChatGPT qu'aller sur Canva, importer mes trucs, faire mes montages et je vois que ça rend pas très bien, mais mon sens artistique est tellement nul et pauvre que je suis incapable de l'améliorer. Par contre, ce que produit un ChatGPT me conviendra très bien, à mon niveau à moi, tu vois. Après, ça dépend aussi de ce qu'on attend et de la fréquence où on poste. Tu vois, il y a des gens qui publient énormément par jour. Je connais des gens, tu vois, ils publient peut-être, je sais pas, une fois par semaine, 2 fois par semaine, tu vois, quand ils étaient à la main. Et aujourd'hui, c'est entre 4 et 8 fois par jour. Et donc, au final, les histoires de thumbnail de miniatures ou faire l'intégration avec de la vidéo, tout ça, sont tellement tout processés et ils passent tellement de temps à améliorer ça plutôt que de se focaliser sur qu'est-ce que je vais dire, etc. que je remarque que ouais, ils sont complètement dépendants de la fréquence et ils peuvent pas regarder, tu vois, de manière détaillée les choses. Ils doivent le regarder au niveau global et le thumbnail il est un peu de travers. Bon, écoute, le travers, c'est pas très grave. J'en ai encore 4 qui vont sortir dans 20 minutes. Non, mais on est complètement là-dedans. Et même si on veut pas, et même si ça paraît idiot, n'empêche qu'une personne qui produit plus va être plus visible, apparaître plus dans les flux et être plus retenue qu'une personne qui va apparaître une fois par semaine, même si ce qu'elle dit en une fois est d'une qualité extraordinaire. Et moi je caricature souvent un peu, mais je sais pas, t'as déjà vu ces interviews où le mec il sort de nulle part, tu sais pas qui c'est, mais ça paraît crédible parce qu'ils sont dans un beau studio loué chez Podspace ou chez je sais pas qui, donc du coup c'est de qualité, ça va être monté d'une manière de qualité, c'est enregistré avec du matériel vidéo de qualité. Le mec il dit non, mais pour être millionnaire c'est hyper simple, tu vas dans ta rue, tu prends tous les commerçants, tac tac boum, t'as pas Instagram, vas-y je te vends Instagram 500 € par mois, ok 500 €, tu ramènes 10 000 clients, t'es millionnaire. Tout est faux, tu vois ce que je veux dire, l'enchaînement, ce qu'on appelle un sophisme, l'enchaînement est complètement faux parce que tu as plein d'erreurs, mais sur l'ensemble, l'internaute ou celui qui lit va dire ouais. En fait, si tu vois plein de contenus comme ça de la même personne, à un moment donné, ton cerveau a un biais et va dire ah ouais, lui c'est l'expert de ça, tu vois. Ce qui est un problème, mais ce qui veut dire que toi, on est des businessmen, on n'est pas des humanistes, on est des entrepreneurs. À un moment donné, écoute, si c'est le jeu, c'est de publier des choses comme ça en disant, parce qu'après, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Moi, je raconterai jamais des erreurs ou des bêtises, ou je mentirai jamais sur des choses comme ça à la caméra ou dans un podcast pour me faire passer pour ce que je suis pas. D'un coup, t'es visible plus souvent. Voilà, point.
Et bah ouais, dans les shorts, il y en a qui sont vachement moins pertinents. Toi, je fais mes lives tous les jeudis, ça dure un peu plus d'une heure. Ça nous sort une cinquantaine de shorts. Ça me fait la semaine en short. Bah oui, dans les shorts, il y en a qui sont plus ou moins pertinents. Mais bon, je fais pas les sous-titres moi-même, je les relis pas, je les retouche pas, je laisse le truc sortir. J'ai vérifié plusieurs fois, ça sort des trucs bien. Bon, bah voilà, go. Et dans l'eau, bah, tu as peut-être un short qui est moins intéressant, il fera moins d'engagement. Et c'est tout. Toi. La conséquence est hyper faible. Après, il y a toujours eu, je trouve, deux écoles de toute manière entre le volume et puis le fait de se focaliser sur une vidéo, de passer trop de temps dessus, de te dire je vais passer 20 heures sur la même vidéo et puis je vais la publier. Tu vois, j'avais fait le test il y a quelques années. D'ailleurs, t'étais venu, podcast SEO, un peu comme là. Hein, je passais une journée. C'était généralement le mercredi, tu vois, je passer du temps à préparer les questions, à contacter les personnes, ensuite à préparer le matos d'enregistrement. On n'avait pas des trucs comme là, Riverside, tu vois, c'était OBS, je faisais un découpage, machin, c'était le bordel à faire, quoi. Et au final, après, tu passes sur la table de montage, tu dois réécouter les trucs, faire les coupes, faire la publication. Une journée, quoi. Et au final, j'avais fait en une journée un défi de 30 jours, 30 vidéos. J'avais mis toujours la même miniature, c'est-à-dire il y avait ma tronche avec juste le texte que je changeais à la main sur Photoshop j'avais fait en bulk, en masse. Et puis les vidéos, j'avais fait un fichier Excel avec 30 sujets, ou même 20 sujets, je sais plus si c'était 30 ou 20. Et derrière, j'avais posté tous les jours, mais c'était une vidéo que j'avais tournée sur le même jour en fait à chaque fois. J'avais pris le mercredi et j'avais tourné 30 vidéos dans la journée. J'étais épuisé à la fin, hein. J'avais passé peut-être 9 heures de tournage, mais ça m'a rapporté 5 fois plus de vues, 5 fois plus d'abonnés, 5 fois plus de tout, en fait. Bien sûr. Et alors qu'on aurait pu dire, ah bah ce mec-là, il a fait les vidéos à l'arrache. Bah, aujourd'hui, j'ai même les sujets qui fonctionnent le mieux, en fait, avec ce défi 30 jours. Parce que comme j'ai tapé dans le SEO, le marketing, le business, je sais que, par exemple, voilà, l'audit SEO, c'est un truc qui est recherché. La recherche de mots-clés, c'est recherché. Et je pense, stratégie aussi. Je pense que ces deux cercles, tu sais, le fond et la forme, et à un moment donné, ils se recoupent, mais t'as pas besoin, en fait, à chacun de trouver un peu sa méta et son fonctionnement. Il y a plein d'exemples sur YouTube où il y a genre un mec qui fait de la muscu, qui se forme avec son téléphone portable, la qualité est vraiment horrible, son téléphone est tout le temps en train de tomber, le mec, il a des millions d'abonnés dans la niche fitness, musculation. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'il faut trouver ta méta, il faut trouver l'audience qui va bien. Tu vois, les podcasts, ça marche assez bien. La vidéo, il y a une audience pour des montages assez forts. Sur TikTok, quand je monte pas sous format hook et tout, j'ai du mal à dépasser 6 ou 800 vues. Mais est-ce que sur TikTok, il y a plus de 800 personnes en France qui s'intéressent au SEO en réalité? Et pas juste de loin. Bah, certainement que oui, mais en fait, tu as peut-être touché les principaux. Est-ce qu'il faut aller faire, tu sais, c'est 20-80. Est-ce que le fait d'aller faire un montage, de complexifier le truc, va t'apporter vraiment beaucoup plus de vues pertinentes? Moi, je trouve que dans notre secteur, c'est compliqué, en tous les cas. Ouais, parce qu'on est sur une niche et que ça va bien. Genre, on est sur une niche, il y a quand même à peu près 20 000 personnes recensées sur le SEO et trafic organique sur ce marché marketing. On est quand même à 20 000. Ouais. C'est une niche, mais ça fait quand même de quoi faire des belles choses, quoi. Oui, tout à fait. Bah, il y a quelques années, on faisait 700 vues, je pense. Hein. Même, tu vois, Laurent qui était vraiment très très populaire à l'époque. Et dès qu'il sortait un truc, tout le monde allait poster des commentaires, machin, tout ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il poste beaucoup moins, il est moins présent. Il faisait 700 vues, 1500 vues, max. Et vraiment, quand il y avait une grosse star qui arrivait, c'était du 2000, 3000 vues. Mais 3000 vues. Tu vois, Oui, il y a 15 ans, quand je faisais même pas du SEO, j'étais sur du jeu vidéo, je faisais 50 000 vues. Tu vois, ouais, complètement. Et puis, il bon. y a qu'à regarder Romain Pirotte, Léo Poitvin ou les Wizards. Dès qu'ils parlent de make money, d'e-commerce, de faire de l'argent en ligne, ils switchent sur des gros volumes, bah, forcément. Mais je veux dire, dès qu'ils parlent de SEO pur, ils sont à 2-3 000 vues à peu près, grand maximum. Et dès que ça va parler un peu plus d'entrepreneuriat de business, là, ils peuvent monter à 10, 15, 20, évidemment. C'est là où c'est malin, c'est qu'ils élargissent quand même. Ils profitent. Ouais, complètement. Mais je reste quand même sur ma première idée de se dire, est-ce qu'il faut autant élargir pour aller choper peut-être j'ai pas envie de dire des gens à problème, mais des gens qui sont de plus en plus éloignés avec ton alignement, avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire et avec ton cœur de métier, tu vois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ça dépend de ta marque.
Voilà, ça dépend Pour de moi, ta marque, de mais tes c'est là où clients. le process du content marketing est important. C'est que première étape, c'est qui tu es, quoi. Qui Ouais. tu es et qui tu veux cibler et la concurrence, elle fait quoi, le marché, il veut quoi. Tu vois, c'est cet audit hein, qui te permet de te positionner. Voilà, Mhm. te positionner. C'est comme ça que tu crées tes campagnes ensuite, hein, de toute façon. Complètement. Ok, et du coup, si tu avais quelques petits tips, des petites techniques là, petites techniques sympas pour produire de la vidéo rapidement, produire du texte rapidement, comment tu utilises l'IA, c'est quoi tes produits préférés? Moi, je découpe encore une fois beaucoup en tâches et je fais toutes mes tâches d'un coup. C'est-à-dire que pendant que je fais mes miniatures, bah, je me bloque 1 heure et je fais toutes mes miniatures. Pendant que je suis en train de trouver des invités, je me bloque 1 heure, je trouve mes invités, j'envoie les messages. Mais tu vois, un truc tout bête, euh, j'envoie un petit message pour inviter quelqu'un, bah, je l'ai fait en bulk. J'explique à ChatGPT, là je suis en train de rédiger des mails ou des messages Twitter, LinkedIn par exemple pour envoyer des gens. Je vais te donner le nom de l'auteur, le nom de la personne que je veux inviter et en face 3 4 mots-clés qui sont euh, dans sa thématique. Fais-moi un message qui incite la personne ou qui lui donne des idées de sujets dans ces thématiques-là. Donne-moi le message, j'ai plus qu'à copier-coller. Donc Mhm. je passe peut-être 5 minutes à faire mon prompt, à formaliser mon truc, à donner mes noms et tout, mais au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai plus qu'à copier-coller des messages et je suis un peu en mode bulk. Et je suis pas non plus je suis pas non plus partisan de la suroptimisation, de la surautomatisation tout le temps. Bah, il y a des fois du copier-coller, ça te fait encore gagner beaucoup de temps parce que pour faire 50 messages, tu as pas besoin d'aller rentrer dans un N8N. C'est bon, tu copies-colles, tu as 2 boutons, faut arrêter de voilà, ça va quoi. Donc je suis beaucoup là-dedans. Pendant que je fais mes miniatures, j'ai mes prompts de près, j'ai mes inputs à donner, je sais où je les range. J'en ai fait 1 ou 2, je voyais que ça va pas, bah, je vois qu'il faut améliorer. Et je sais ce qu'il faut dire pour que ça aille pour la suite. Bon, bah voilà. Et vraiment, je découpe toutes mes tâches. Bah, organiser un podcast, c'est quoi? C'était trouver des invités. Ok, bah, pendant une après-midi, un dimanche, je me suis focus avec 50 invités. C'est pas beaucoup à trouver en une après-midi, ça se fait devant la télé tranquille ou en regardant des reportages ou en écoutant YouTube. Bah, tu trouves 50 personnes et j'ai vachement découpé. Ok, je veux faire un podcast dans le web marketing SEO, nanana. Cite-moi les grandes thématiques qui seraient proches. Donc, il m'a dit du make money, de l'e-commerce, du traffic manager, de la vidéo YouTube, du TikTok, du machin. Et je me suis dit, ok, j'ai 10 thématiques, j'en ai 5 dans chaque théma, ça m'en fait 50. Mhm. Bon, bah, dans chaque théma, comment j'en trouve 5? Et puis, en fait, ça avance assez vite comme ça. Après, j'envoie les messages, je fais tout. Je crée mes questions, pareil, bah, je crée mes questions de tous mes podcasts d'un bulk et en fait, ça va vachement vite parce que il y a aussi le côté où une fois que sur la discussion, sur l'échange ou sur le projet, le modèle de langue, il a compris ce que tu attendais, ça déroule quasiment tout seul en fait. Et ça marche vachement mieux parce que tu lui as fait une fois des retours, ça c'est nul, ça me plaît pas. Typiquement, moi je suis souvent arrête avec tes stratégiques, mastery ou je sais pas quoi et utilise un vocabulaire. Mais si tu lui mets dans le prompt, ça marche moins bien. Il faut qu'il te les sorte une fois et que tu lui dises arrête avec tes trucs là alambiqués de formation Mastery Ninja, super, je sais pas quoi, tu vois. Parle-moi de manière normale, adresse-toi à des professionnels. Bah là, ça fonctionne mieux. Et une fois que tu lui as dit bah c'est nickel, reste dans ce style, dans ce ton et dans ça, il déroule. Et bah je fais toutes mes questions. Et en fait, un podcast d'1 heure, bah, si tu as traité 7 à 8 questions, tu as fait ton podcast. Bah ok, alors je les fais pas les 50 d'un coup, mais je vais m'en prendre 5 prochains, je traite mes questions, je mets ça sur un Google Doc, je partage avec mon invité, voilà. Donc en fait, en termes de productivité, moi mon gros tip c'est ça, c'est de vraiment découper toutes les tâches et de faire des trucs un peu en bulk. Quand je fais mes posts LinkedIn, je génère pas mon post comme ça de but en blanc, j'ai mon sujet. Mhm. D'accord? Parce qu'en amont, j'ai réfléchi un peu à tous les gros types de sujets. J'ai mis mes sujets dans un planning éditorial, un macronnier comme un marronnier. Un marronnier comme on a toujours eu. Je mets mes sujets, du coup, je sais pour chaque sujet un peu. Après, je vais aller chercher le dataset et après, je vais générer avec un dataset précis. Tu vois, pour faire ce podcast-là, on a pris pas mal de tes questions. Je t'en avais soumise. Bah, j'ai juste extrait une dizaine de contenus qui parlaient de content marketing et d'IA. Je les ai pushés dans un projet Claude et je lui ai demandé, voilà, je suis en train de préparer, donne-moi des questions qu'on pourrait avoir, sous telle forme, tel style. Il m'a sorti des idées de questions. J'avais commencé par des grands thèmes, il m'a donné des grands thèmes, j'ai choisi des grands thèmes. Dans ces grands thèmes-là, je lui demande 10 questions. Dans les 10 questions, j'en ai choisi 5. Bon, bah voilà, on a 15 questions à échanger aujourd'hui. Tu utilises plus quelle IA aujourd'hui? Alors, vu que je fais beaucoup de rédac, c'est Claude, énormément, je trouve vraiment au-dessus.
Après, pour des petits trucs comme écrire un mail, ajouter un ton bienveillant, poli, corriger des fautes, c'est ChatGPT. Voilà. Et j'utilise un autre qui s'appelle Mammouth parce que t'as quasiment beaucoup de modèles de langue. T'es limité, mais tu peux faire plein de choses pour 10 $. Oui, comme Et en Monica, un truc comme ça. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, bah, pour Mammouth, je fais mes images, par exemple, mes miniatures YouTube, mais je fais comme un mini maker. Je les fais avec ça parce que j'ai le droit jusqu'à une soixantaine. Et puis, j'utilise plein de trucs sur le texte, sur la relecture, sur Flux pour générer des images. Il y a plein de choses que je vais utiliser le modèle une fois ou deux dans le mois, tu vois. Donc, je vais pas me prendre un abonnement pour chaque. Par contre, Claude, il est indépendant parce que là, on crée des projets. Oui. Et je le trouve vraiment puissant. Il y a beaucoup plus de tokens dans les projets. On peut plus surcharger. Il respecte plus et tout. Donc voilà. Mais j'ai tout le temps en fait un Claude et un ChatGPT ouvert dans mes onglets Chrome. Hein. Ok. Ouais, t'es un peu comme moi, quoi. Tu l'as un peu partout. Oui, oui, complètement. Et tu vois là pour des clients, parce qu'on fait aussi, on a de plus en plus de demandes d'automatisation. Pour des clients, on développe de plus en plus de plugins Chrome. Mm. Qui sont liés à pas mal de tâches et c'est pour les équipes, ils utilisent pas mal de fonctionnalités qui vont derrière déclencher des choses, mais ça peut aller déverser dans des outils métiers, mettre à jour des ERP, extraire des données, re-remplir des choses sur un site web. On fait pas mal de choses comme ça et c'est vrai que dans le process ça marche très très bien quoi. Ah oui, tout à fait. Mais même sur WordPress, on voit qu'il y a pas mal de gens qui veulent directement des outils IA à l'intérieur de champs, par exemple ACF ou des choses comme ça, pour pouvoir générer leur title, générer leur bloc de contenu. Tu peux Après, surcharger le CSS et avoir ton plugin Chrome qui vient surcharger ton truc et c'est pas incorporé dans WordPress si tu veux, chacun son usage quoi. hmm. Par contre, tu vois, un truc que j'ai remarqué, c'est que c'était compliqué pour les gens quand même. C'est peut-être parce qu'on est dedans aussi à fond hein, depuis longtemps, hein, mais ils ont du mal à la manipuler et à remettre en question les choses. C'est-à-dire que on leur donne des exemples, ils vont les mettre dans les zones où on met les prompts, etc., où ils vont générer le truc en cliquant sur le bouton pour avoir le résultat, mais ils laissent un peu trop, tu vois, la main à l'IA, je trouve. Ils font pas totalement preuve de critique, tu vois. Et on fait aussi pas mal de formations d'entreprise, si tu veux, sur ChatGPT. Donc, on nous contacte, si tu veux, souvent pour du prompting ou des trucs avancés. Et en réalité, on traite pendant une journée les règles de base dans l'entreprise, tu vois. Comment fonctionne une IA, pourquoi est-ce qu'elle hallucine, c'est quoi le fait d'halluciner, ça veut dire quoi, à quoi faut faire attention, pas attention. Et en fait, quand tu connais tous les problèmes et tout ce que ça peut engendrer, et pourquoi ça les crée, en fait, déjà, tu as beaucoup plus de facilité à l'anticiper. Mais je pense qu'il y a une réalité, c'est on est 1% à bien utiliser les IA, certainement, et la majorité des gens les utilisent à même pas 1% de ce que l'IA pourrait générer et les aider. Tu vois? Bah, moi, j'ai beau les former, en tout cas, bon, il y a une amélioration, tu vois, entre le moment où ils connaissent rien et ils commencent à Ouais. manipuler. Mais en fait, c'est là où on voit que nous, en tant qu'SEO, voilà, on parle d'IA depuis longtemps, même avant le chat GPT et tout, on avait des modèles déjà qui sortaient, même il y a 10-15 ans, tu vois, on avait des techniques de spin, des trucs comme ça, qui étaient une forme d'IA. Alors c'est sûr, c'est pas comme un GPT, même sur sa version la plus basique, mais on a trouvé des moyens, tu vois, de créer du contenu. Même faire générer des contenus du offshore, c'était pourrir le web avec des contenus de basse qualité. Et quand je dis tout le temps à mes parents, à des amis, ne crois surtout pas ce qui est écrit sur Google. Oui, mais c'est Google qui m'a donné le lien. Non, mais justement, au contraire, n'écoute pas ce qu'il Il dit. n'y a pas de confiance. Tu vois, comme la Discover. Non, mais il est dans mon flux Discover. Mais non, mais c'est évident, c'est faux. Il y a encore un faux compte russe là, qui a l'air d'être fait choper sur Twitter, où il est tombé sur un site en disant ouais, c'est dégueulasse. Euh, on lui a demandé de payer en liquide à la CAF, c'est de l'escroquerie et tout, mais évidemment personne n'a demandé à la CAF à payer en liquide, c'est du fake news, quoi. C'est un faux article généré, tu vois. Mais on voit que des gens y croient parce que tu as ce syndrome du vu à la télé, quoi. C'est donné par Google. Et ce qui est d'ailleurs tout l'enjeu des fake news par Google, c'est que si Google continue comme ça à ne pas modérer, on va à un moment donné se dire attention, je n'écoute pas ce que Google me dit ou me donne, alors qu'en fait Google devrait être un tiers de confiance qui t'oriente vers des sites uniquement de confiance. C'est notamment pour ça que les e-commerçants ils se font dézinguer leur site e-commerce, si leur position et leur ranking, si tu as des mauvaises notes sur ta fiche Trustpilot. Parce que Google a vu un effet assez direct entre je traite mal mes clients et je me fais défoncer sur Trustpilot, tu vois. Ce qui n'est pas complètement faux. Pareil sur la fiche Google My Business. Donc en fait,
Nous, on n'a jamais eu confiance dans le web. Comme ce qu'on voit à la télé, on sait que c'est faux. Tu vois, mais il y a un peu un côté où c'est évident pour nous, il y a des trucs qu'on laisse passer, faudrait pas, mais je me dis, ouais, bah c'est faux. Tu vois, genre un jour, je discutais avec un vendeur de formation, le mec, je le vois à son écran, il fait un clic droit, inspecter la source, il retouche sa courbe Stripe ou non, sa courbe de croissance sur Instagram pour montrer le nombre d'abonnés et tout. Je dis, mais c'est faux. Oui, mais si je faisais ma méthode, dans 6 mois, j'aurais ces résultats-là. Donc autant les montrer tout de suite, tu vois, on a gagné 6 mois. Putain, c'est imparable comme argument, quoi. Si tu veux que je dise quoi. Donc, c'est pas nouveau, mais oui, remettre toujours en cause ce que l'IA dit, redemander les chiffres, et même quand tu l'interroges, tu viens de me donner 60%, tu le sors de quelle source? Ah oui, t'as raison, je me suis trompé, en réalité c'est 52 et ça vient de tel document que tu m'as donné. Tout à fait. Alors justement, en parlant de formation, donc là, vient de se terminer, bon, ça fait déjà un petit peu de temps là maintenant, mais votre séminaire. Ça fait un peu Et près un là, mois, ouais. voilà. Et là, donc en octobre, il va y avoir une nouvelle fois les masterclass SEO. Cette fois-ci, c'est au Parc des Princes. Enfin, peut-être pas les masterclass, si, les masterclass Les aussi. masterclass sont au Radisson Blu, juste à côté du Parc des Princes. Voilà. Donc cette journée, c'est quoi? On apprend quoi là-bas? Parce que vous avez voulu changer un petit peu pour cette édition-là. En fait, le concept, il est assez simple, c'est de regrouper les formateurs, j'ai pas envie de dire les meilleurs formateurs, mais c'est un peu les meilleurs formateurs des sujets du moment en un seul lieu et que pendant une journée, tu puisses apprendre avec ces 8 formateurs et que tu cours pas à travers plein de formations pour retrouver les 8 si tu veux. Et c'est de se dire, bah, à l'instant T, là au 13 octobre, tu vas venir en formation et on va te mettre à jour et t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur ce qu'est le SEO en ce moment. On l'appelle GEO, GSE, LLMO, vous dites ce que vous voulez, moi j'ai aucun problème avec ça. SAIO, c'est le référencement et la présence et la visibilité dans les moteurs de recherche génératifs et encore Google. Mais vu que c'est la continuité de ce qu'on faisait sur Google, c'est de rappeler les bonnes pratiques, comment ça fonctionne. Donc là, tu vois, on a notamment Sylvain Perronnet, Vincent Terrazi, Michael Priol, Alexis Rilko qui va intervenir dans ces formations-là. Et là, comme tu le dis, on a beaucoup axé sur les gens qui font de la R&D, de la recherche sur l'IA et sur ChatGPT, les LLM, Claude Co. Toi, tu étais intervenu sur une section content marketing parce que en décembre, à côté du Grand Rex, on était au Marriott Ambassador. L'idée, c'était de montrer aux gens qu'il fallait switcher dans l'ère de la création de contenu. Et ce que vous avez fait avec Sylvain Doré était extraordinaire parce que les gens sont repartis, il y avait 40 participants, ils sont repartis de là en disant ah ouais, il faut plus que j'oriente mes clients uniquement sur de la création de contenu texte, il faut absolument les emmener sur de la vidéo, sur de l'audio, sur plein d'autres choses qui est un autre type de création de contenu, tu vois. Et là, pour moi, les gens qu'on accompagne, ils ont commencé à switcher dans cette ère-là, donc on n'est plus censé le dire, c'est déjà maintenant. Là, nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir un coup d'avance et dire ce que vous devez savoir pour finir 2025 et traiter 2026, on va vous le traiter au niveau des masterclass, quoi. Tout à fait. De toute façon, c'est un éternel problème, un sujet pour gérer les conférences, faire en sorte qu'il y ait une continuité, parce que mine de rien, les choses évoluent et en même temps, on doit renouveler aussi un petit peu parce qu'il y a des gens qui reviennent, hein, mine de rien. Je pense en formation, t'as dû voir des nouvelles têtes, mais aussi des têtes qui sont déjà venues Ouais, complètement. participer, quoi. Donc voilà, il faut se renouveler. C'est vrai qu'on en avait fait une tous les deux à Orléans. La première édition à Orléans. Voilà, et puis après il y a eu celle du Grand Rex fin d'année dernière, mais on l'avait déjà modifiée, cette conférence. Elle avait déjà énormément évolué entre février 2023 et décembre 2024. Il y avait déjà rien à voir. Parce que en 6 mois, ça n'avait rien à voir, tu vois. Et effectivement, et ce que tu dis est hyper important, parce que j'ai même envie de dire, avant, pour moi, fallait au moins tous les 2 ans aller se former. Tu parlais de la masterclass des frères Perronnet en 2015. Moi, j'ai dû faire 2015, 2016, 2017. Tu vois, et j'ai considéré qu'en 2017, j'avais vraiment compris ce qu'ils m'enseignaient, tu vois. Et là maintenant, j'ai même envie de dire, c'est tous les 6 mois, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tous les 6 mois, ça me paraît bien parce que moi, c'est vraiment là où je vois qu'il y a un basculement vers de nouvelles choses. Et je le vois même avec les clients. Les questions changent, tu vois. Avant, ça posait des questions toujours sur les mêmes trucs. Parce que le SEO, tu vois, il était quand même installé. Enfin, les SEO Google, j'entends. Ouais.
et t'as installé, c'était toujours ah, et comment je forme la balise title et le mot-clé je le mets où? Tu vois, si je fais vraiment un truc à l'extrême, mais là avec l'IA, rien que les fonctionnalités de ChatGPT, comment elles sont suivies par ceux qui s'intéressent un minimum à OpenAI, et puis derrière, on pourrait parler de Clone, on pourrait parler de Gemini, etc. En fait, tu regardes juste les fonctionnalités qui sortent, tu vois que déjà tu as un champ des possibles encore plus grand, tu vois, beaucoup plus important qui vient. Ouais. Et tu as d'autres choses à raconter, il faut que tu expliques comment ça fonctionne, comment ça peut t'apporter des choses, comment il faut que tu penses par rapport à avant, etc. Enfin, c'est incroyable, sans parler des outils qu'utilisent ces modèles pour faire d'autres outils. Là, c'est encore autre chose. Enfin, c'est une fourmilière, hein. C'est clair que... Ouais, complètement. Et tu vois, là, j'ai oublié de citer Olivier Dufay dans les masterclass du 13 octobre. Olivier, c'est de la structuration, c'est de l'organisation de structuration de sites en interne pour être crawlé au maximum, avoir la maximum de diffusion et tout. Bah, en fait, son métier n'a pas changé, mais il l'explique version LLM et ce qu'il faut faire et comment. Donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. Là, aujourd'hui, les questions, on les connaît pas encore parce que les gens, ils s'adressent à nous, agence SEO, un petit peu en mode qu'est-ce que je dois faire? Ma direction me parle des trucs IA parce que mon boss, il a lu, ou mon directeur marketing, il a lu ChatGPT, Claude, visibilité, le concurrent est visible. Il a posé une question comme ça à l'arrache à ChatGPT, c'est le concurrent qui est ressorti et pas nous. Tout le monde s'alarme dans l'entreprise. C'est ça qu'on doit traiter aujourd'hui et bien rappeler en disant attention, les IA overviews sont pas encore. Moi, je pense que ça va être déployé très prochainement, mais c'est une vision personnelle. Hein. J'ai aucun argument, aucune preuve là-dessus, mais de dire ok, quand les IA overviews seront là, qu'est-ce qu'on fait? Et à la limite, pardon, que ça soit une question de jours. Alors là, on était au 14 juillet. Normalement, il y a un truc, il y a une dinguerie de la part de Google qui nous tombe dessus au 14 juillet. On l'a pas vu. C'est de dire que ça soit dans un mois, dans une journée ou dans un an, on sait que ça va nous tomber dessus, donc il faut quand même être préparé, mais il ne faut pas non plus tomber dans la psychose de dire on oublie complètement Google, on fait plus du tout de SEO, on fait plus de contenu, plus de balises, plus de netlinking. Évidemment qu'il faut encore continuer, et justement, quand il y a des gens qui arrêtent et qui lèvent le pied, c'est là où vous avez des axes concrets, et vous pouvez faire l'anguille et venir vous faufiler. Parce qu'on n'arrêtera jamais le SEO sur Google. C'est juste qu'on y mettra peut-être moins de budget parce qu'on aura d'autres canaux où il faudra aller chercher de la visibilité et du trafic. Et c'est ça qui a un petit peu changé aussi, je trouve, ces dernières années, parce que, tu vois, à l'époque de la sortie de Facebook, Twitter et compagnie, on a multiplié les canaux, on s'est mis dessus, on a investi beaucoup de temps, quand même de l'argent, et puis après, ça s'est cassé un peu la gueule, faut le dire, hein. Les gens boudaient un petit peu ces réseaux-là, ça les spammait tout le temps, l'information c'était quoi? C'était des flux automatisés, quoi, enfin, ça n'avait pas de sens. Et là on y revient, j'ai l'impression depuis LinkedIn, depuis TikTok, où LinkedIn a enfin repris en main un peu le truc, et puis après TikTok est sorti, puis là bon bah ça a créé des nouvelles choses. Et là maintenant, tu vois, on rajoute en plus les moteurs génératifs, tout ce que tu veux. Et on va avoir du job, hein. On va avoir du job, et je pense même qu'il va y avoir de plus en plus de métiers différents. On va encore subdiviser peut-être certains métiers. Alors moi j'ai plutôt une autre vision, je pense que l'agence va devenir une agence de trafic organique, une agence de visibilité, et elle va bosser avec des agents IA ou avec l'IA pour assurer la visibilité sur plein de canaux. Ça se tient aussi. Mais ça a toujours été le discours de dire est-ce que je prends une agence qui fait mon SEO et mon SEA ou est-ce que je prends une agence qui fait que mon SEO et que mon SEA. Il y a vraiment les deux écoles, les deux se tiennent et moi j'aime bien l'hyper spécialisation, mais je m'aperçois aussi que sur pas mal de canaux, tu peux faire des trucs sympas avec l'IA, donc en fait tu peux aussi t'intéresser. Et j'ai un peu l'impression que c'est cette histoire, tu sais, des 7, la marque et le client potentiel doivent se croiser 7 fois avant qu'il y ait une interaction. C'est un peu ça, hein, t'ajoutes des canaux, mais je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai entendu parler de toi, j'allume YouTube, t'es là, j'allume TikTok, t'es là, je finis par aller dans le chat GPT, demander quitter ou poser une question, tu vois. Ouais. Et dans Google, quand je tape agence SEO, t'es premier, wow, tu vois. Donc c'est ça en fait la méta du moment, c'est de dire faut encore être plus présent, encore plus partout, et c'est encore plus d'énergie. Mais si tu sais bien maîtriser l'IA, en fait, avec le même temps disponible, tu es encore plus partout. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, Sylvain Perronnet avait envoyé un screenshot de, je sais plus quoi, par rapport à deux personnalités du SEO bien connues. Je crois que c'était Paul Sanchez et puis quelqu'un d'autre. Peut-être même lui, je sais plus.
Et moi, j'étais ressorti après en étant le troll bienveillant de Twitter. Et je me suis dit, ah oui, ça me correspond bien, dis donc, c'est vrai. Ouais, effectivement, l'IA, elle dit des bonnes choses. Je suis plus du tout actif, c'est super. Mais c'est Grok qui a vraiment toute la data de Twitter et qui sort des trucs assez pertinents. En plus, là, ils l'ont mis en mode. Musk l'a passé en mode un peu en vrille, là. Il part dans tous les sens, trucs, mais c'est pas déconnant quand tu lui demandes de sourcer les gens ou ce que tu penses sur les personnes. Il a une analyse assez caricaturale, mais pas fausse, quoi. Oui. Non, mais c'est peut-être mes tweets sarcastiques, tu sais, de temps en temps, qui lui ont fait dire ça, je pense. Bah ouais, mais en même temps, t'intervenais sur des gens qui racontaient un peu des dingueries de manière polie et un peu bienveillante, mais tu faisais remarquer qu'il y avait des trucs qui étaient un peu n'importe quoi, tu vois. C'est vrai. Du coup, bon, la journée de formation, on est passé dessus, et après, il y a la journée de conférence. Ça, c'est au Parc des Princes. Exactement. Et donc là, pour terminer là-dessus, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Et ben en fait, le SEO Summit, donc c'est le plus grand événement SEO de France, qui a lieu le 14 octobre au Parc des Princes. Les billets sont déjà en vente sur le site. Plus vous les achetez tôt, plus vous avez une remise pour vous éviter de les acheter au dernier moment. En fait, l'idée, si tu veux, le vrai objectif, c'est de venir en un seul lieu et de pouvoir faire trois choses. De pouvoir, te tenir au courant de tous les sujets du moment et des sujets de demain. C'est pas des formations pour t'apprendre, c'est des conférences, si tu veux, pour te piquer dans ton esprit, dans ton axe de réflexion et de te dire il faut que tu penses à ça demain, voici comment les autres font, voici ce qu'ils ont mis en place, voici ce qui a marché, pas marché, comment ça fonctionne. Et c'est que tu repartes de la journée avec plein d'idées, que tu te dises un peu demain pour rester au top, qu'est-ce que je dois savoir et creuser comme sujet. Et surtout de voir ce qui se passe dans le métier. Et tu vois, cette année, on a quand même ouvert beaucoup plus loin que juste le SEO Google d'avant. Puisqu'on nous parle de LinkedIn, on va avoir des conférences sur YouTube, sur TikTok, sur les différents canaux d'acquisition, sur la conversion on-site, sur les CRM, sur comment gérer le commercial, mais tout ça lié au SEO. Parce que pour moi, les conversions t'amènent du trafic avec le SEO, Google, YouTube, Amazon ou autres, tu dois savoir les traiter et les gérer. Bah, pour moi, c'est la continuité logique du SEO et c'est ce qu'on doit faire parce que si l'internaute il a un engagement et qu'il est bien traité derrière, dans la logique, ça va t'amener du trafic direct parce qu'il va en parler en bouche à oreille ou autre et directement il arrivera sur ton site. Donc tu te retrouves dans la sphère et dans l'écosystème SEO de tout ce qu'il faut faire. Tu vois. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est de pouvoir rencontrer les marques du moment qui peuvent t'accompagner. Donc, être capable, tu veux du netlinking, bah ok, on te représente les principaux acteurs du netlinking en France. Tu peux prendre un rendez-vous avec eux, discuter, avoir des rendez-vous d'experts. Ils vont te proposer des audits en amont, ils vont te proposer des choses. Demain, tu recherches une agence SEO, bah voilà, les meilleures agences SEO, elles sont là. Tu peux discuter avec elles. Et c'est mieux qu'une visio. Tu peux benchmarker un petit peu tes outils et comment tu fonctionnes en une seule journée et rencontrer humainement les gens. Et la deuxième, c'est vraiment ça, c'est l'humain, c'est réseauter. C'est-à-dire que tu n'es pas derrière ton écran, tu n'es pas juste sur un Discord, sur un Twitter, sur un LinkedIn. Tu peux, les gens que tu commandes sur YouTube, les gens avec qui tu échanges sur LinkedIn, tu peux les rencontrer en physique, tu peux aller les voir. Et ça change quand même un peu tout dans la relation humaine, notamment la relation de confiance, et ça te permet de construire ou renforcer ton réseau professionnel. Et nous, je le rappelle encore, mais quand l'IA est arrivée, quand ChatGPT est arrivé en octobre-novembre 2022, tout s'est un peu écroulé pour nous dans la rédaction de contenu. Si on n'avait pas eu le réseau, je serais peut-être en train d'élever des chaises dans le Larzac ou être à la pêche, tu vois, H24, j'en sais rien. Mais on serait certainement plus là. C'est le réseau, nous, qui nous a permis de retrouver l'agnac, de sortir la tête de l'eau et de se dire, bah, vous voyez comment l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en cumulant ça, on a réussi à trouver, parce que tout le monde avait besoin de s'entraider. Et on voit vraiment, je pense, la différence entre des gens un peu connus physiquement, parce qu'il a rencontré des gens, et le mec qui est resté depuis 20 ans derrière son écran, et en fait, bah, à un moment donné, tu l'oublies, ou tu sais pas quitter, ou tu fais pas confiance, quoi. Ouais, totalement. Voilà un peu ce qu'on fait au SEO Summit le 14 octobre, et dans un lieu qui est quand même hyper sympa, emblématique et magnifique, et parfaitement adéquat à la conférence, au réseautage et tout ce qu'on veut faire, c'est le Parc des Princes, quoi. Parce que, idéalement situé, parking, métro, tout ce que tu veux à Paris, des hôtels bien à côté, de restauration sur place, déjeuner placé. Cette année, on ne fait pas un cocktail debout, même si c'était très bien, mais ça permet d'être placé, assis et d'avoir plus d'échanges, plus d'interactions avec les gens. On fait venir de la presse, des influenceurs.
voilà, tu vois, c'est the place to be si tu t'intéresses au SEO, quoi. Je trouve que finalement, si je devais émettre une petite critique, le Parc des Princes, c'est un meilleur choix en termes de lieu. Parce que, tu vois, pas loin, il y a Boulogne et tout. Et je trouve qu'on est plus en périphérie de Paris, plutôt que en plein centre, là, où tu as du mal à te garer, où c'est même parfois hyper chéro, c'est hyper bruyant, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est mieux, l'accès. Ouais, alors en fait, moi, le vrai reproche du Grand Rex, c'était que la salle est magnifique, immense, le lieu est beau et tout, mais c'est au niveau des parties communes, où déjà c'est un peu vieillot pour mettre autant de sponsors avec des prises électriques et tout, c'est tout bête, hein, mais C'est le vrai que truc est pas là-dessus, prévu pour, tu vois, c'est bête, hein, et voilà. Et donc, bah, les parties communes, c'est sur 3 niveaux, c'est pas facile d'accès, t'as toujours trop de gens dans une pièce, pas assez dans une autre, tu vois, alors que là, tout est sur un plat, plusieurs niveaux, mais tout le monde peut loger sur un seul plateau. Donc voilà, et t'as raison effectivement sur l'accès, c'est pour ça aussi qu'on est parti, parce qu'un truc tout bête, mais voilà, t'as une voiture électrique, parking gratuit autour du Parc des Princes. ouais. Alors tout le monde n'a pas de voiture électrique, mais si t'en as une payante, t'as des parkings, t'as des choses comme ça aussi, tu vois. Les hôtels, effectivement, on est sur des prix moins chers. Alors le bon deal au Grand Rex, c'était de te décaler un peu de quartier et de pas forcément réserver dans les premiers arrondissements de Paris en hôtel. Mais là, Boulogne, tu trouves du Airbnb, genre, c'est quand même facilement accessible et le lieu est assez grand pour recevoir tout le monde. Tu vois, tu peux te poser dans un coin, discuter. Tu peux te mettre en petit groupe, tu peux faire un repas assis, tu vois, ce qui est quand même assez rare dans Paris, hein, pour 500-600 personnes, un repas assis. Non, puis t'as toutes les entreprises à côté, mine de rien. Enfin, t'en as partout à Paris, mais à Complètement. Boulogne et tout, t'en as quand même pas mal. Moi, j'ai énormément de clients qui sont là-bas, même des gens qui sont en freelance, tu vois, qui sont dans des espaces de coworking, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est un endroit, voilà, je pense, qui est bien situé, tout simplement. Complètement. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Bah, tu es le bienvenu, tu le sais. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le site. Là, on est en train de mettre un petit peu d'actualiser, de mettre à jour. On va bientôt sortir le programme, mais de toute façon, le programme va être comme chaque année, hein, depuis 2017. C'est toujours un programme généralement de folie. Toi, tu vas intervenir. On a Sylvain Perronnet, on a Vincent Terrazi, on a Nelly et Camille en intervenant. Je vais en oublier, je vais me faire gronder, tu vois. Mais on a Alexis, Olivier de Segonzac. Je vais en oublier, je vais me faire gronder, hein. Fred, Durf, voilà, il y a Ludovic Allez sur Servio. le site, Ouais, je vais allez voir pas le gronder. l'historique, allez voir les gens qui Allez voir. parlent, ils sont là-bas, voilà. Voilà, merci, On merci peut de pas m'avoir retenir, sorti. on peut pas retenir autant de noms, et moi, je vais te dire, je les retiens pas, donc c'est... Non, mais c'est pour dire, c'est vraiment, tu veux voir n'importe quel intervenant, n'importe quelle personne qui pèse aujourd'hui et qui apporte énormément de valeur dans l'écosystème, il intervient généralement au SEO Summit. Ouais. Donc rappelle-moi les dates et les 13 heures et et tout ça. 14 octobre, 14 octobre au Parc des Princes pour le SEO Summit et le 13 octobre au Radisson Blu Boulogne juste à côté pour les masterclass SEO, limité à 40 places seulement. Il y a déjà une dizaine de réservations, je crois. Donc si vous voulez faire, parce que c'est un financement OPCO, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être pris jusqu'à 100% en charge par votre OPCO. Faites la demande le plus rapidement possible sur notre site. Vous avez 2-3 critères à nous fournir. On vous envoie les conventions, on vous accompagne. Mais faut le faire avant septembre si possible. Comme ça, les OPCO ont bien le temps de traiter votre dossier. Exactement. Super. Eh bien écoute, merci Elliot d'être venu parler content marketing, IA et puis surtout du SEO Summit. J'espère que vous aurez énormément de monde comme d'habitude et que les gens en seront contents. Et si tu veux dire un truc pour terminer cette interview. Bah, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a rajeuni parce que je me suis rappelé plein de trucs en parlant, les blabs, les épisodes qu'on a pu se faire avant, les lives qu'on a pu faire avec les trucs pendant le Covid et tout. Ça m'a un peu remis en arrière. Donc bah, merci à toi pour l'invitation et puis bah, j'ai hâte, ouais, de vous retrouver tous le 14 octobre au Parc des Princes pour le SEO Summit parce que ça va vraiment être extraordinaire. Donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Thomas, et puis si vous avez besoin, vous venez me voir sur LinkedIn, Twitter, dans ma newsletter, l'écosystème SEO, sur YouTube. Il y aura plein de liens, j'imagine, sous la vidéo pour me trouver. Si vous avez des questions, n'hésitez Tout à pas fait. et mettez un petit pouce, tout ça, sous la vidéo pour pousser un peu, pour qu'on essaye d'aller vers les 2-3 000 vues, si on peut. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire. Partagez les vidéos, likez, commentez. Et puis allez voir le SEO Summit et les liens qui sont dans la description. Merci Elliot, merci tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, Ciao, ciao! ciao.